Yaorana et bienvenue dans Manava. La maladie d'Alzheimer, comment la comprendre et surtout comment y faire face? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Terairea Raffin, neuropsychologue spécialisée pour les adultes et personnes âgées. Oui, Bonjour. bonjour. Poé Ellis, auxiliaire de vie au centre Fareora. Bonjour Poé. Yorana. Et Hervé Lallemand-Moé, fils d'un patient. Bonjour Hervé. Yorana. Janice, bonjour. Yolana Tu vas Stéphane. nous expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau provoquant une mort progressive des cellules nerveuses. Plus la maladie s'étend, plus elle touche de nouvelles zones du cerveau et entraîne la perte de certaines fonctions cérébrales. On parle d'une maladie neurodégénérative, c'est un dysfonctionnement des connexions entre les neurones et qui augmente avec l'âge. La maladie d'Alzheimer tient son nom du psychiatre et neurologue allemand Alois Alzheimer qui, en 1906, associa les symptômes à des lésions cérébrales spécifiques grâce à l'étude d'une patiente. Par la suite, d'autres chercheurs viendront confirmer ces découvertes et un deuxième cas identique en 1911 viendra valider sa théorie. Le premier signe le plus connu de la maladie est une perte de la mémoire progressive. Au stade les plus avancés, le patient devient incapable de tenir une conversation et de réagir à son environnement. Elle évolue donc vers une perte d'autonomie en quelques années. Poé, est-ce que tu peux nous présenter Fareora, qui justement a pour mission d'accompagner ces personnes malades en perte d'autonomie en Polynésie? Oui, alors, nous sommes situés tout d'abord à Pirée, à Hamouta. Alors, on est un centre médico-social. Nous travaillons avec l'autorisation de la DSFE. On a aussi des intervenants comme les kinés, les orthophonistes, les infirmières. Ben, nous, en tant qu'auxiliaire de vie, on est là pour accompagner nos matayopo dans les actes de la vie au quotidien, c'est-à-dire le repas, le bain ou les activités. Nous faisons aussi des activités occupationnelles, comme le matin, le petit déjeuner, servir le repas. Peut-être les aider aussi sur différents soins s'il est nécessaire d'en avoir et ainsi de suite. Ouais. Mais nous, après les soins, c'est plutôt les infirmiers qui font. Nous, si on a un petit bobo, oui, on peut, mais ça, on laisse plutôt aux infirmiers. Donc c'est une équipe. Voilà. Voilà. Terei, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous parler des différents symptômes annonciateurs de la maladie d'Alzheimer? Bien sûr, alors la maladie d'Alzheimer commence généralement à partir de 65 ans, enfin on peut à partir de 65 ans, mais certains signes annonciateurs peuvent apparaître 20 ans auparavant, l'âge du diagnostic, et ça va commencer par exemple, des petits oublis de la vie quotidienne, ou alors des objets qu'on n'arrive plus à nommer, ou le fameux mot sur la langue que l'on a. Ça peut être aussi ne plus arriver à se repérer dans sa ville, dans sa commune, puis ensuite dans son quartier, et puis ensuite ne plus arriver à se reconnaître sa maison. Ça va être ne plus arriver à se repérer dans le temps, de savoir la saison laquelle on est ou la date du jour. Ça va commencer par le jour de la semaine, le jour du mois, et puis ensuite le mois et l'année. À savoir que la désorientation dans le temps arrive avant la désorientation dans l'espace. Donc, généralement, c'est les troubles de mémoire et la désorientation dans le temps et l'espace qui sont plutôt annonciateurs au départ. Et avec des notions de ça va mieux, ça va moins bien. C'est-à-dire qu'à partir de certains moments, on s'en souvient, d'autres pas. Et ça, tu dis que ça peut être jusqu'à 20 ans avant? Oui, voilà, c'est pas constant. C'est pour ça que parfois, et souvent d'ailleurs, ça passe un peu inaperçu. Et c'est vraiment quand c'est un peu tard, que c'est évident que la personne ne peut plus cacher ces petits oublis, que la famille se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais il faut savoir que la personne se rend compte de ses oublis au départ. Et donc du coup, vu que la maladie d'Alzheimer, on en parle beaucoup depuis 20 ans, ça fait très très peur. Et donc du coup, il le cache. Parce que tout le monde sait comment ça va se finir finalement. Ça se soigne pas, malheureusement. Et donc tout le monde sait que ça va être, comme a dit Candice, ça va être sur une perte d'autonomie, une perte d'identité. Alors imaginez quelqu'un, un homme ou une femme qui a toujours travaillé, qui a toujours été indépendant, qui du jour au lendemain sait que ça va plus être le cas. La remise en question doit être très difficile. Beaucoup. D'abord sur la personne et ensuite sur la famille. Hervé, donc évidemment, je me tourne vers toi puisque ton papa est atteint de maladie d'Alzheimer. Et comment est-ce que lui s'en est rendu compte ou est-ce que c'est vous qui vous en êtes rendu compte?
Alors c'est exactement ce qu'a dit Taote Rafa, hein. Donc mon père, en tout cas les symptômes visibles se sont déclarés après ses 70 ans, je dirais même 74 ans. Il avait une vie active quand même assez rude, toujours à cet âge avancé pour autant, et il a un petit peu caché sa maladie, et ce qui a conduit quelques années plus tard donc à un fort affaiblissement de ses capacités, et donc une nécessité de le prendre en charge. Et la notion de diagnostic, alors, va arriver à quel moment? Quel moment on est capable, alors soit de se dire, soit par rapport à la famille, de dire, bon là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on aille consulter. Le diagnostic, c'est un médecin qui le fait. Alors, il y a tout un protocole. D'abord, on conseille d'aller voir le médecin traitant, le médecin de famille, parce qu'il connaît le mieux, qui va pouvoir faire une première analyse. Voir si c'est vraiment une suspicion On va de discerner. voilà, ou si c'est par exemple, il oublie parce qu'il dort mal ou parce qu'il a une maladie plutôt somatique au niveau du corps ou psychiatrique ou autre. D'accord. Ensuite, il peut passer un test, lui, tous les médecins peuvent le faire passer pour voir s'il y a des difficultés ou pas, et ensuite orienter vers des spécialistes, neurologues, qui va recommander une imagerie cérébrale, IRM ou scanner au minimum, qui va orienter vers un neuropsychologue aussi, pour faire ce qui est le bilan neuropsychologique. Donc moi je le décris comme étant un bilan des forces et des limites de la personne, en termes de mémoire, de langage, de concentration, d'attention, de raisonnement, un peu tout ça. Il y a aussi un bilan sanguin qui est réalisé, le médecin traitant peut le faire. C'est pour justement éliminer d'autres maladies. Le neurologue peut aussi faire un bilan neurologique et ou kiné pour les kinés. Donc, mais c'est d'abord le médecin traitant, ensuite les spécialistes. Et une fois que tous les bilans des spécialistes sont faits, le neurologue il récupère tout, il fait son diagnostic lui en fonction des résultats de tous les bilans. Et à ce moment-là, c'est au neurologue qui peut renvoyer vers le médecin traitant, ou c'est lui qui fait l'annonce. La majorité des patients sont conscients de ça, et donc j'imagine qu'il doit y avoir un champ lexical bien particulier pour essayer de les mettre face à une réalité qu'ils veulent sûrement ne pas vivre. Tu disais que ton papa était très, très actif, et il a pris ça comment? Alors, il l'a caché, en fait, il est bien allé voir son médecin traitant. Ah, il a bien fait donc il est allé, voilà, ok. Toutes les étapes ont été effectivement suivies, mais il a essayé de cacher cette situation un certain temps. Et puis, malheureusement, il y a eu des abus de faiblesse de la part de tierces personnes, d'entreprises, à l'égard de mon père. Oui, en plus, donc ça jouait sur son physique, mais sur sa vie sociale Tout à fait. et même matérielle, Et on va dire. professionnel, Oui. matériel, ce qui effectivement a conduit à une détection de la part de sa famille de cette situation. Tu reçois au sein de Fareora, tu reçois des patients contre leur gré. Alors donc, on ne peut pas les imposer. Mais si la maladie est avancée, ce qu'on fait, c'est vaut mieux voir, comme elle disait, un médecin traitant. Donc c'est la partie du médecin traitant qui prendra la décision si oui, on le place ou pas. Ou sinon, il y a, comment te dire, si la personne n'a pas de famille, donc peut-être qu'il a été hospitalisé. Mais après de l'hôpital, on les emmène à Fareora et on les prend en charge. Cette notion doit être assez compliquée parce que de réussir à faire entendre quelque chose à quelqu'un qui a peut-être plus les capacités de l'entendre, comment on réussit à faire ça? Alors, en ce qui me concerne, il y a eu un placement sous tutelle, en fait, J'allais y venir, voilà, de donc mon père. j'imagine qu'il y a un moment... Voilà, donc une procédure tout à fait spécifique, un petit peu lourde au début, surtout pour les familles qui sont désorientées, mais avec la consultation d'un médecin psychiatre spécialisé sur la liste du tribunal de première instance, et à la suite de quoi une décision de justice du juge des tutelles pour protéger la personne en question. Et ce qui a conduit ensuite à son placement, qui était parallèle. De toute manière, on recherche toujours le consentement de la personne qui est malheureusement malade, en tout cas le plus longtemps possible, tant qu'elle a les capacités de le faire. Thérèse, quels sont les différents stades d'évolution de cette maladie? Ça dépend des personnes, parce qu'il y a deux évolutions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Soit c'est une évolution lente, par palier, on appelle. Donc, pendant quelques années, il va avoir quelques troubles de mémoire. Et de temps en temps, ils ne seront plus la date du jour, mais sont plus, donc les stades légers. Et puis ensuite, il va y avoir une dégradation supplémentaire au niveau cérébral. Et il va y avoir d'autres symptômes qui vont apparaître, comme ne plus arriver à raisonner, ne plus arriver à manipuler un téléphone, ne plus arriver à prendre une décision, comme
On est en on perte s'en parle d'autonomie, pas. quoi. Voilà, et un autre palier où vraiment ils seront plutôt dans un état grabataire, où là, évidemment, c'est très lourd pour les familles. Donc, on conseille vraiment aux familles de se protéger en s'entourant de professionnels, que ce soit à domicile ou dans les résidences de type Fareura. Et puis, on a une deuxième évolution où l'évolution est très rapide. En quelques mois, la personne, elle n'est plus là, malheureusement. Et le pourquoi ça évolue aussi rapidement et pourquoi l'autre côté ça évolue pas rapidement, on ne sait pas trop. Parce que c'est une maladie finalement qu'on connaît globalement, mais pas exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui soigne la maladie d'Alzheimer. Et- C'était mon autre question. Donc, est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent la ralentir? Oui, il y a des médicaments comme la Ricept ou les Bixa qui sont connus. Il y a eu des personnes chez qui ça fonctionne très bien. Oui, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon. Voilà. Et c'est pour ça qu'en France, ils ont arrêté de les rembourser parce qu'en plus, il y avait beaucoup d'effets secondaires à ces médicaments, notamment cardiaques et compagnie. Donc, ils ont arrêté de les rembourser. Parce qu'en plus, ça ne fonctionnait pas chez tout le monde et pas à 100%. Donc, c'est les médicaments, effectivement, qu'on donne. Mais voilà, il n'y a pas de médicaments pour soigner au niveau neurologique exactement ce qui se passe. Pour les familles qui viennent au niveau du centre se sont préparées à tout ça. Est-ce que vous leur donnez quelques conseils à appliquer avec les patients? Dans l'attitude, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de faire? Non, on les laisse plutôt faire de même. Vaut mieux ne pas chambouler, on va dire, chambouler patient. le patient que... Les habitudes du patient? Voilà. Et sinon, non, Ça va. Ouais, ça va. les gens comprennent. Hervé, Voilà. toi, j'imagine que la charge émotionnelle doit être assez lourde. Alors, la charge émotionnelle était très lourde au début, effectivement, et heureusement, comme on l'a entendu, effectivement, il faut s'entourer de professionnels. Le placement en centre a été aussi positif, à la fois pour la famille, mais aussi pour mon père, parce qu'il a eu plus d'interactions, suivi par des professionnels. Et puis, au début, j'avais un petit peu peur pour lui aussi, du fait de ses pertes de mémoire, notamment qu'il se fasse mal. Donc ça m'a énormément rassuré. D'ailleurs, j'ai vu une certaine forme de stabilisation de son état du fait de cet encadrement en réalité. Et aujourd'hui, on va lui rendre visite toutes les semaines et on peut toujours avoir des discussions avec lui, un petit peu décousues, mais en tout cas, il y a une forme de stabilisation et je pense que justement, son placement en centre était positif. Très bien. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, le docteur Tereirea Raffin, neuropsychologue du vieillissement, Pau Elise, qui est auxiliaire de vie au centre Fareura, et Hervé Lallemand-Moé, qui est fils d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Janice, tu nous proposes de faire le tri entre les idées reçues et la réalité de cette maladie. Faute de connaissances suffisantes, nous avons très souvent des avis bien arrêtés sur ce que peut être cette maladie ou sur ses symptômes. Je vous propose de rétablir quelques vérités. La première des idées erronées que l'on entend couramment est que cette maladie est inévitable lorsqu'on vieillit. Eh bien, sachez que la maladie d'Alzheimer, comme son nom l'indique, est une pathologie à part entière. Si l'âge est le principal facteur de risque pour la développer, elle n'est en aucun cas un vieillissement normal du cerveau. Même si 15% des personnes de plus de 80 ans en sont atteintes, cela s'explique par le vieillissement de la population. Et puis, si comme moi, vous oubliez certaines choses dans votre vie quotidienne, comme un nom, un rendez-vous, je vous rassure, il ne s'agit pas d'un début d'Alzheimer. Cela signifie peut-être que vous manquez tout simplement de sommeil, de concentration ou que vous êtes dans une période de surmenage. Mais attention, lorsque les oublis deviennent répétitifs, que l'on oublie des conversations récentes, que l'on pose systématiquement les mêmes questions ou si on ne sait plus se repérer dans des endroits connus et habituels, il est conseillé d'en parler à son médecin traitant qui saura vous orienter vers une consultation spécialisée. Et enfin, certains pensent à tort qu'il est inutile de communiquer avec un malade atteint d'Alzheimer car il ne comprendrait plus ce qui se passe autour de lui. Eh bien, même s'il est vrai que son état ou ses capacités peuvent varier selon les moments de la journée, la communication avec ce dernier est primordiale. L'entourage et la famille est vivement encouragés à s'adresser à lui sans agressivité et avec la patience que nécessite son état. Malgré les difficultés de langage qui peuvent survenir chez le malade, il est possible de mettre en place des moyens de communication alternatifs comme des gestes ou même des dessins.
Certaines familles n'hésitent pas à évoquer des anciens souvenirs pour préserver ces bons moments le plus longtemps possible. Taoté Tereya, quelles autres idées reçues que vous entendez, j'imagine, régulièrement, vous semblent indispensables de rectifier? C'est qu'au début, dès qu'il y a le diagnostic, on est encore à un stade léger, hein, au tout début, il y a cette idée reçue qu'il ne peut plus rien faire. Que dès qu'il y a le diagnostic, allez, tu as atteint la maladie d'Alzheimer, je te retire tes clés de voiture, je te retire ton droit de vote, je te retire tes papiers, tu vas rester à la maison, tu vas plus toucher à rien, tu vas plus faire à manger. Alors que pendant assez longtemps, ils peuvent le faire encore. Et c'est à un bout d'un certain temps, comme il a dit, qu'effectivement, il faut se poser des questions et qu'il faut les protéger, soit avec un curateur qui va plutôt gérer tout ce qui est financier, ou un stade au-dessus, le tuteur qui va tout gérer. Mais au tout début, ils peuvent encore faire beaucoup de choses. Et c'est justement en retirant tout ça qu'il y a une dépression qui peut s'installer, qui déjà est assez concomitante avec la maladie d'Alzheimer, parce qu'il faut le dire que les patients se rendent compte au départ de ce qui leur arrive. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils le cachent. D'ailleurs, le professionnel demande aux patients s'il y a une personne de leur entourage dont ils souhaitent qu'il soit au courant pour l'aider. C'est pas obligatoire au départ. D'accord. Parce que ce sont des majeurs. Ce ne sont pas des majeurs protégés encore, donc ils ont le droit de décider. Et en général, c'est une personne de la famille dont ils sont proches qui va être l'aidant, qui va être au courant, qui va décider ou pas de prévenir les autres. D'accord. Et qui sera du coup son accompagnateur avec toutes les consultations. On dispose de chiffres sur le territoire en termes de... 500 et 2000 personnes évaluées chaque année. Enfin, 500 et 2000 personnes. Donc compliqué aussi, comme tu dis, 500, 2000 personnes, c'est une large fourchette. Ça veut dire qu'on a encore du mal à communiquer. Les familles ont peut-être du mal à communiquer. Et le patient, on revient à ce que disait Hervé tout à l'heure, va le cacher au maximum. Oui, parce que c'est une maladie stigmatisante. Comme je disais, on sait comment ça va se finir. On sait qu'il y aura la tutelle, que je pourrai plus manger tout seul, que je ne vais plus prendre ma douche tout seul, que je ne pourrai plus m'habiller tout seul, que je ne connaîtrai plus personne. Et donc, du coup, il le cache le plus longtemps possible pour ne pas avoir à gérer tout ça. Hervé, est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place par le territoire? Alors, je dis d'aide, ça peut être à domicile, ça peut être des aides financières, de remboursement, enfin voilà. Alors, à ma connaissance, il y a un certain nombre de mécanismes qui existent, mais dans mon cas particulier, je n'en ai pas bénéficié. Pour le coup, il a fallu s'en charger tout seul, notamment eu égard à l'urgence de la situation. Parce que les histoires familiales sont souvent très différentes, mais mes parents s'étaient séparés il y a très longtemps, donc on avait très peu de contact avec mon père. Et puis, par nécessité, du coup, on a dû porter assistance à celui-ci. Et donc, en urgence, et à ce moment-là, accomplir toutes les procédures nécessaires, et notamment la procédure de mise en tutelle. D'accord. La notion d'urgence a pesé aussi, comme tu disais. Je reviens sur ce que disait Jalis à propos des idées, on va dire, alors préconçues ou reçues et qui ont la vie dure. Est-ce que toi, au sein de ta famille, tu as dû te battre aussi contre des idées reçues et te battre ou alors essayer d'expliquer aux gens qu'il fallait prendre telle décision par rapport à d'autres? Alors, au final, on en revient toujours aux problématiques familiales et aux problématiques familiales internes. Heureusement, en ce qui me concerne, ça s'est bien déroulé. Mais comme je l'ai énoncé précédemment, donc mes parents étaient séparés, mon père a quitté le domicile, j'avais 15 ans. Il a fallu surtout faire face au choc du retour de celui-ci et du retour dans des conditions qui étaient extrêmement dégradées. Alors, heureusement, mon domaine de spécialisation, c'est le droit. Et je dis bien heureusement parce que la situation était compliquée à la fois sur le plan... d'aplanir quelques soucis administratifs. Exactement, et des soucis administratifs qui sont quand même assez lourds. Et je peux comprendre que ce soit difficile pour certaines familles. Et je sais qu'il y a des associations qui existent et aussi donc des centres. Et il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se rapprocher de ces derniers. Beaucoup de gens pensent que la maladie d'Alzheimer est héréditaire. C'est le cas, mais pour un très faible nombre de personnes. En général, on dit 5% des cas, général. Dans ces cas-là, les troubles arrivent bien avant 65 ans, à un âge vraiment plus jeune. Et en général, il faut compter 2 autres générations qui ont déjà eu les mêmes troubles. Et surtout que les symptômes doivent arriver à peu près au même âge, pour parler vraiment d'hérédité.
Après, les recherches actuelles ne sont pas sûres à 100% parce qu'il y a encore des recherches pour les traitements et pour connaître. Il y a des gènes qui sont effectivement nommés, trouvés, d'autres gènes qui viennent être trouvés, d'autres plus finalement. Donc, il faut rester attentif aux nouvelles données qui apparaissent tout le temps, mais il y a une faible partie d'hérédité. Ouais, c'est une toute petite partie d'hérédité, donc c'est bien de tordre le cou aussi à cette idée reçue. Pourriez, toi, dans ta manière de travailler tous les jours au centre Fareora, tu dois répéter tous les jours, Oui. souvent les mêmes choses aux patients. Est-ce que c'est pas trop lourd pour toi ou est-ce que ça fait partie de ta mécanique et tu sais que tu vas le faire et comment est-ce que tu le vis? Oui, c'est vrai. Tous les jours, on répète les mêmes gestes, on dit les mêmes Et choses. ils te reconnaissent, tes patients? Oui, Ça, c'est une bonne chose. voilà. Vu que c'est tous les jours qu'ils me voient, alors donc... Oui, donc oui, tous les jours, on répète les mêmes choses, les mêmes gestes. Et puis, bon, c'est vrai. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est que des fois, ils sont en colère, mais pas contre nous. Tu vois, c'est la maladie. Mais Donc tu as appris à prendre la distance, à savoir que c'est pas contre toi, voilà. mais c'est la maladie qui les met dans cet C'est état-là. ça. La maladie, elle fait que peut-être qu'elle veut demander quelque chose, mais qu'elle ne sait pas comment demander. Donc, elle se met en colère. Hein. Il y a différents exercices et on parle de stimulation cognitive. Tu peux donner 2-3 exemples? Alors, stimulation cognitive, un exemple tout simple, au repas, prendre une fourchette. Et à quoi ça sert la fourchette? Comment il faut utiliser? Voilà. Les gestes simples C'est de ça. tous les jours et les Voilà. répéter. Et les répéter tous les jours. Que ça soit aussi au bain, les accompagner, leur parler, tout le temps leur parler, leur dire ce qu'on fait. Allez, viens, on va aller à la douche, il faut prendre ta serviette. Ah, quoi ça sert la serviette? Ben, c'est pour t'essuyer, tu vois. Il faut y aller tout doucement, mais en répétant les mêmes gestes et les mêmes mots. Donc il faut de la patience. Voilà. Et c'est bien aussi de le répéter quand on a un membre de la famille au sein de la famille, justement, c'est d'être patient et de remettre ça tous les jours parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. On a vu pas mal d'applications fleurir ces dernières années pour le fait de travailler sa mémoire, travailler son cerveau. Est-ce que ça fait partie des petits gestes de prévention, on va dire? Oui, ça peut pas faire de mal en tout cas. C'est pas ça qui va faire gagner des points ou quoi que ce soit, mais effectivement, comme je vois le sudoku, ou les mots croisés, les mots fléchés, ou tous les, comme tu dis, les jeux d'entraînement cérébral ne peuvent pas faire de mal et ça maintient. Encore faut-il trouver le bon jeu pour la bonne personne. Voilà, quelque chose qui va aller vraiment les stimuler. Si c'est du puzzle, bah, c'est faire un puzzle. Si c'est chanter d'anciennes chansons, bah, ça va être chanter Il n'y a d'anciennes pas de chansons. généralité, Non. c'est propre à chacun. Voilà, c'est ça qui est bien avec les jeux ou la stimulation cognitive, c'est que la limite, c'est notre imagination et la personne. Et comment ces notions, le fait, si, bon, par exemple, Hervé, tu disais que tu es dans le droit, donc j'imagine que tu lis beaucoup, tu dois, comme on dit, disséquer des textes régulièrement. Est-ce que ça peut prévenir en partie d'un potentiel risque de maladie d'Alzheimer? Oui, alors il y a des facteurs de risque, effectivement, et l'un des facteurs de risque, c'est la sédentarité et ne plus apprendre de nouvelles procédures, de nouvelles choses. C'est de faire tous les jours la même chose. Après, il y a d'autres facteurs de risque qui sont classiquement être une femme, tout simplement parce qu'à l'époque de Numata Hiapo, les femmes ne travaillaient moins, ou voire pas du tout. Et donc, du coup, ils avaient une vie sédentaire. C'était quoi? Élever les enfants, faire le maha, faire le ménage et faire les courses, et toujours la même chose. C'est aussi tout ce qui est plutôt maladie cardiovasculaire, le diabète, l'obésité. Si on a eu des traumatismes crâniens avec perte de conscience à plus de 5 minutes. C'est aussi avoir une mauvaise hygiène alimentaire, les addictions, donc tout ce qui est drogue, alcool, mais certains médicaments aussi. C'est un peu tout ça. Après, c'est pas parce qu'on a coché toutes les cases des facteurs du risque qu'on va forcément développer. Qu'on l'aura pas. Mais qu'on l'aura, c'est pas qu'on la garantit qu'on l'aura. C'est pas parce que je fais rien, je fais pas de sport et tout, parce que je vais donner un exemple. Quand je travaillais dans des EHPAD en France, il y avait un monsieur très grand, sportif, était prof à l'université de physique-chimie, enseignant-chercheur, avec beaucoup de sport aussi, bonne hygiène alimentaire et tout ça. Et il a été atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade plutôt avancé, quand moi je l'ai rencontré. Et sa femme, qui était son aidante principale, avait tous les facteurs de risque quasiment. Et elle n'a jamais développé la maladie d'Alzheimer. Donc ça prouve bien que
c'est pas une certitude de développer. Mais c'est pas parce qu'on fait tout comme il faut qu'on va pas le développer. C'est d'où la grande question, pourquoi? Il vaut mieux stimuler le cerveau, le faire travailler, par exemple, des photos, le montrer qui est Il faut ça. compter, entretenir. Voilà. Et, eh bien, ça sera la conclusion de cette émission. Essayer de garder une activité cérébrale, intellectuelle au maximum, bouger, et puis rester patient, justement, et garder à l'esprit que la personne qui a cette maladie-là souffre autant, voire plus, que ce qu'elle ne le montre. Oui. Merci à tous les trois, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu. Janice, quel sera le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Ciné Nuit. À 19h20, toujours du cinéma avec le film Journal d'un dégonflé, ça fait suer. Et enfin à 20h55, votre série Legends of Tomorrow. Merci Janice. Une excellente après-midi sur TNTV et à demain.